Salut à tous, petit clin d'œil à Gilles, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas revenir nous faire des vidéos. Bienvenue dans un nouveau numéro de Cinéma In. Et oui, nous sommes de retour et pour le coup, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des têtes connues et il y a des nouvelles têtes aussi, mais ça, on va en parler. C'est ma nouvelle coupe de cheveux, ça l'a perturbé. Ouais, t'as beaucoup changé. Qui es-tu en fait? Fantomas. Blague de vieux. Encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de remake. Mais avant de discuter de remake, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment et pourquoi Dieu existe. Dieu est un remake 1. Quand tu vois la résurrection, oui. Je vais présenter mes acolytes. Donc, Monsieur Richard, comment vas-tu? Ah, moi, oui, ça va. Ça va? Écoute, nous sommes en été, il fait chaud. C'est le but de l'été. Ouais, je sais. Tu Mais disais bon, que c'était l'hiver et qu'il fait chaud. c'est quand même mal organisé parce qu'il fait chaud. Je sais, je comprends. C'est quand même mal organisé, je suis Voilà. chaud. Kevin, comment vas-tu? Ça va très bien, un peu comme Richard, hein, il fait chaud, c'est pas bien. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Mais voilà, sinon à part ça, ça va, hein, prêt à parler de films, tout ça. Voilà. Et un nouveau venu dans la bande, Monsieur Julien, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien aussi. Ça va très bien aussi. Comparé à mes collègues, j'ai pas chaud. Moi pour ça l'instant. va. Moi ça Ouais, va. je sais pas comment tu fais, hein, franchement. Je supporte moi- bien la chaleur, on dirait. C'est Moi, parce que t'as pas de cheveux en fait, ça. Alors Je voulais dire tout sauf ça. On vise pas les cheveux, faites attention, ça peut retomber dessus. Ouais, mais parce que je suis Lubrizol. Partenaire Lubrizol et près de Trollade. Ouais, ça va. Pour vous, c'est quoi l'utilité d'un remake? Qu'est-ce que vous attendez d'un remake? Qui commence? Pourquoi on regarde Quand tu veux. Alors, l'utilité intrinsèque d'un remake, il n'y en a pas. Mais, je trouve. Après, l'utilité du point de vue de grosses boîtes de production de cinéma, c'est refaire du pognon sur un truc qui a déjà été fait. L'utilité, je pense, pour un artiste, ça peut être de donner sa version, son point de vue sur une histoire qu'il a aimée. J'espère. Ou alors c'est vraiment Ouais. un gars qui a fait des commandes et on en parlera quand on parlera des mauvais remakes. Ça existe ce genre de gens-là qui malheureusement se retrouvent à faire des commandes qui sont des remakes, à pas savoir quoi faire avec et ça fait mal. Mais après voilà, moi c'est vraiment mon point de vue, c'est que oui, de base, si tu prends à la substantique moelle, à la graine du truc, un remake n'a pas d'utilité en soi artistiquement, je trouve. Oui. Après, ça dépend des remakes et Ouais, des ça- films. Oui. En fait. Après, ça empêche pas qu'il y en ait des bons. La preuve, on va en parler plus On tard. va en parler. Ouais, moi j'avoue que je rejoins là-dessus mon collègue. En effet, la vision, par rapport à la vision en effet, de quelqu'un qui va refaire découvrir du moins une œuvre qui par exemple ne passe plus à la télévision, ne passe plus nulle part, que les gens ont peut-être oublié et que même les nouvelles générations ne connaissent pas. Et en effet, ça peut être intéressant de justement montrer une version qui, des moments, certains films peuvent être très vieillots par rapport au contexte dans lequel ils ont été filmés et autres. Donc du coup, comment ramener, on va dire, envie, enfin donner cette envie en fait aux jeunes générations de revoir un film avec les codes de maintenant, en essayant de remodeler le film en disant voilà, on va le faire à telle époque de maintenant parce que aujourd'hui les mœurs ont changé, comment essayer de redonner goût à un film passé. Donc là-dessus, je rejoins là-dessus en effet que c'est peut-être intéressant de la part d'un réalisateur de refaire découvrir on va dire, certains films qui ont été malheureusement oubliés, même voir certains qui n'existent plus aujourd'hui, pour quelques rares films qui ont été perdus à une certaine époque. L'histoire des remakes, en fait, ça date pas d'hier, ça date Ah non. je dirais même de l'histoire du cinéma tout court, parce qu'il suffit de voir, il y a eu énormément de remakes de films muets, par exemple, surtout aux États-Unis. Même les Vues Lumière, hein, ils ont été reprises. Ouais, voilà. L'arroseur arrosé, il y a une version de Méliès, il y a des versions allemandes, Oui, voilà. il y a des versions anglaises. Voilà, et même aussi, là on va plus même parler même d'un genre
particulier, mais je dirais même le genre film d'horreur ou épouvante, a été énormément remaké dans toute l'histoire du cinéma. Bah, dernièrement, il y a eu le film Nosferatu, qui a été remaké. Ok, ouais. Dracula aussi. Pas encore. On a dit qu'on n'en parlerait Et pas. bah, on l'a cité quand même. Hein. Mais on parle bien de celui de Coppola, hein. On parle pas de... Il y a eu... Qui s'est fait remaker aussi, du coup, Qui s'est techniquement. fait remaker aussi, du coup. Ouais, c'est vrai que là, on est sur vraiment, alors on peut dire, parce que Dracula, il y en a eu des adaptations. Oui, on a eu énormément. Il y en a 8 que j'ai compté maximum, enfin minimum de moi. Ouais, minimum, hein, parce que là, il y a même parce que oui, il y a un prochain, il y en a même il y en a un autre aussi. Bon, là, ça va être plus une comédie. J'ai vu passer, je sais plus de quel Mais pays. là, en effet, là, si on parle dans certains qu'il ne faut pas parler actuellement, avec un cinéma que je n'ai pas encore vu, là, c'est même pas une adaptation, c'est carrément un remake d'un film précis. Oui, voilà. Mais pour ma part, en fait... non. T'as dit que non? Non, il a dit que non. Il a dit que Non, non. en interview, il dit que non. Oui. Mais pour ma part, je trouve que voilà, les remakes font partie du cinéma, en fait, mine de rien. Parce que en fait, ça rejoint ce que vous avez dit tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect de... soit il y a un réalisateur qui a cette patte auteur et qui a envie de dire « Ah, j'adore cette histoire-là, mais je veux aller plus loin, je veux donner une autre couleur, je veux approfondir ou je veux totalement changer de point de vue. » Je pense avec les codes de maintenant. avec les codes de maintenant, ou alors approfondir aussi un langage. C'est ça, au niveau même technique. Au niveau même technique, je pense à des réalisateurs qu'on ne cite pas assez, mais je vais le citer parce que je l'aime beaucoup. Je pense à Brian De Palma, qui a repris les thèmes d'Hitchcock et en a fait autre chose. Il a remaké par exemple Psychose, il a remaké aussi Fenêtre sur cour, il a remaké aussi plutôt pas mal. Vertigo avec le film Obsession par exemple, où il a été plus loin dans le truc, et ça c'est passionnant. Ça c'est passionnant. Et après il y a aussi l'autre facette du remake où c'est juste pour faire de l'argent. Il y a eu le cas malheureusement de la plupart des remakes actuels. Oui, actuellement, oui. Actuellement, oui. Par exemple, le cinéma est en crise, on va dire. Par exemple, Disney, c'est clairement pas pour l'art qu'ils font des remakes. Non, mais on va en parler. Mais on va en parler de Ouais, Disney. ça. On va en parler de Disney. T'inquiète. Mais commençons. Il va y avoir une section de 3 heures sur Disney, vous inquiétez pas. Commençons pour donner mon avis sur les Oui, remakes. vas-y, je t'en prie. C'est vrai que- Alors, il y a aussi, comme on l'a dit aussi, ça peut être aussi un réalisateur qui refait, c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un réalisateur fasse le remake de son propre film. Oui, Ouais, je vois lequel tu veux. Hitchcock notamment, ou même par exemple Récent. Michael Mann avec Hit, qui est un remake de LA Takedown, qui est un téléfilm. Et pour eux, c'était une manière aussi de corriger certaines erreurs qu'ils avaient l'impression d'avoir fait, ou d'améliorer, de mieux exploiter leur histoire. Oui, parce que là, en effet, par exemple, pour appuyer ton truc, il n'y a pas si longtemps que ça, au final, j'ai vu une interview du réalisateur qui avait fait Dragon, le dessin animé chez DreamWorks, et qui en effet dans le film était content parce qu'il avait corrigé une erreur qu'il avait fait dans le dessin animé. Après, il y a aussi quelques réalisateurs qui font aussi des remakes de classiques parce qu'ils ont adoré les classiques. Par exemple, Peter Jackson, quand il a fait King Kong, c'était un rêve de gosse. Oui, voilà. Oui. Après, il y a l'approche aussi qui dit tout. Par exemple, tu as cité Peter Jackson, c'est vraiment l'enfant, on va dire, qui a aimé le film, qui l'a fait rêver, qui veut en faire autre chose. Parce qu'il l'a fait redécouvrir, mais il a fait aussi autre chose, il a fait à sa patte. Même si ce que je retiens de celui de Peter Jackson, c'est qu'une seule séquence en fait, que je trouve terrifiante et qui est la meilleure scène du film, pour moi. Celle qui avait déjà été imaginée en 1933 et qui n'avait jamais été faite. Voilà. La fameuse scène de la, on va dire, oui. la cuvette. Voilà. Et il y a aussi autre chose, il y a des remakes, il y a des réalisateurs qui décident de reprendre des classiques, vraiment, et il y en a un qui me fait toujours marrer. C'est Gans, quand il a fait La Belle et la Bête. Alors non, je pensais pas à celui-là. Mais je pensais à Psychose. Ah oui, bah oui. Hein, celui de Gus Van Sant. Oui. Où en fait, Psychose, l'original de 60 d'Hitchcock, et en fait, d'Hitchcock, et en fait en 98-99, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est Gus Van Sant qui l'a fait, et lui en fait il s'est dit je refais tout le film mais en couleur. Ça ne sert à rien. Après, j'ai rencontré un exploitant de salle à Caen
qui s'était amusé à faire une projection en fait en parallèle, mais vraiment sur le même écran, le Hitchcock de... le Psychose de Hitchcock, pardon. Le Hitchcock de Psychose, quoi. Gus Van Sant par Hitchcock. Pardon. Le Psychose de Hitchcock et le Psychose de Gus Van Sant. Et en fait, il y a des moments où, bizarrement, l'image se répond. Oui. En fait, je pense que là, pour le coup, ça fait partie d'un cas extrêmement rare où c'est le remake ne va pas sans l'original. Ouais, voilà, mais du coup, là, c'est vraiment une espèce Mais c'est un truc... C'est un truc très niche, du coup. Voilà. C'est-à-dire que Gus Van Sant s'est dit, je vais faire un remake qui, ouais, comme tu dis, a besoin de l'original, et tu dis, ouais, mais tu l'as dit à personne, en fait. Oui, voilà. Donc, évidemment que nous, on comprend pas le délire. Bah oui, et en plus, excuse-moi... Tu veux dire que c'est un peu une réponse à une question, c'est ça Ouais, mais c'est genre, personne ne posé la question. Voilà, c'est ça. C'est genre une question c'est une question qui s'est posée tout seul, il a répondu à tout le monde. Tu fais quoi? Mais il y avait une question? Mais c'est ouais, ça, d'accord, c'est ça le problème, c'est qu'il s'est pas dit que les gens allaient pas connaître de base l'original. Bah non, ou alors allaient pas comprendre que le remake avait besoin de l'original pour comprendre son délire. Ouais, c'est ce que je dis. Non, parce que les gens connaissent l'original, de la preuve, les gens l'ont engueulé parce qu'il a fait un remake trop proche. Ouais, mais ça, ceux qui l'ont gueulé, c'est ceux qui connaissaient l'original. Mais par contre, quelqu'un qui connaît pas l'original, qui voit ce film, il comprend moins un jour. Je pense justement, parce qu'en fait, il y a eu le retour, il y a eu un retour, c'est-à-dire que la jeune génération, je veux dire, de l'époque, qui ont découvert le Psychose en couleur, ça leur a donné envie de voir l'original. Et ils ont préféré l'original. Et pourtant, le film en couleur, c'est le même. Ok, ouais, c'est exactement le même. C'est le même, mais ils ont préféré l'original. Ouais, donc en fait, je pense que Gus Van Sant, en fait, il s'est dit, je vais faire un truc artistique, ce qui est vrai, qui n'était pas authentique, quoi. Mais en fait, en gros, c'est que, il aurait, pour moi, ça marche sur un musée. Tu diffuses ça dans un musée, ça marche. Ouais, c'est ça. Ça marche, tu sais, exposition. Voilà, ça marche. Mais là, pour le coup, en termes de cinéma, ça n'apporte strictement rien. Voilà, mais je rebondis. On va parler de bons remakes pour le coup. On a fait une sélection, chacun a sélectionné un bon remake qu'il juge. Ouais. Et comme j'ai choisi le plus vieux, je vais commencer. On va parler de Les Nerfs à vif. Alors, Les Nerfs à vif, donc je vais parler d'abord de la première version. Donc Les Nerfs à vif date de 1962 et réalisé par Jack Lee Thompson. Donc le nom est pas très connu, mais il a fait quand même des films très intéressants. Ah, Jack Lee. D'accord, j'ai entendu Jackie. Non, c'est pas Jackie de Vendredi 13, c'est Jack Lee Thompson. Donc il a réalisé son film le plus connu en haut du panier avec celui-là, avec Les Nerfs à vif, c'est Les Canons de Navarone. On lui doit ce film-là. On lui doit La conquête de la planète des singes. Par la suite, en fait, il se met à faire un slasher que je défends, qui s'appelle Happy Birthday. Happy Birthday to Me. En quelle année, tu veux ? En 81. Avec Melissa Sue Anderson. Si vous ne savez pas qui c'est Marie dans la petite maison dans la prairie. Pas confondre avec Happy Birthday. Voilà. Beaucoup plus récent. C'est ça qui est plus récent, c'est pour ça que et celui-là, il est cool. Happy Birthday to Me est vraiment intéressant comme un slasher. Et je vous le conseille. C'est une petite production canadienne, mais qui se laisse voir et c'est super cool. Et ensuite, Monsieur Jack Lee Thompson travaille pour la Canon. Ouais. Jingle Canon. Donc il réalise un film que je défends parce que j'en avais parlé dans une autre chaîne YouTube. Il a réalisé Le Justicier de minuit avec Charles Bronson. Le premier de... non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un justicier dans la vie. C'est pas un justicier. C'est Justicier de minuit, oui, parce que c'est parce que
Il y a le mot justicier de J'avoue, je les ai vus il y a longtemps. Non, ces parce que le films-là, justicier donc, de minuit, en fait, c'est le titre, Ah, c'est- c'est la traduction du titre en français. Mais vu que chez Charles Bronson, il fallait le vendre. Donc le justicier. le Voilà. justicier, d'accord. Normalement, c'est 10 to Midnight, la version. Ok. Ah ouais, c'est vraiment. Et alors, ce film-là est vachement intéressant parce qu'en fait, je vais faire très court. On suit un tueur psychopathe Ouais. qui tue évidemment des gens, surtout des femmes, mais il tue à poil. Ouais. Et ça a toute son importance vraiment- parce qu'en fait, c'est pour laisser aucune trace. Et en fait, il a un problème Il est psychotique. rasé. Oui, je vais dire. Il est rasé. Et Charles Manson incarne un inspecteur police qui va enquêter et qui va, il va trouver tout de suite qui est la Qui est personne, la- mais en fait, il va tricher en créant des fausses preuves. Oh. Et le film est hyper intéressant, il est hyper bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le film, le tueur a pris pour cible la fille du La personnage fille, ouais, Manson. ouais. Et c'est un bon petit film sympa. Et ensuite, après, après Jackie Thompson va vraiment s'enfoncer dans la canon parce qu'il va réaliser Le justicier braque les dealers. Et là, on est vraiment dans un justicier dans la ville. Ouais. Qui est le quatrième de. Il est le quatrième. Alors celui-là, j'en ai souvent entendu pas. Je l'ai vu une fois, il y avait longtemps, mais je sais que c'était un de ceux que j'en avais plus parlé, du moins. C'est un, alors j'aime pas dire ce mot-là, mais bon, c'est un bon nanar des familles. Un bon nanar, ouais. Et voilà. Est-ce que c'est pourtant mieux qui que était le beaucoup apprécié, justicier il y à la avait plein de plage gens qui étaient autour de lui. Justicier à la place. Il y a le justicier se marie, le justicier contre les extraterrestres. Le justicier fait des crêpes. Le justicier fait des crêpes. Ah, tu veux dire, c'est dans le même univers que les gendarmes. Ouais, voilà. Ah, je vois bien Louis de Funès se faire un. un one scène. Et donc, donc les nerfs à vif, donc il y a deux légendes du cinéma américain dans la première version. Donc, nous avons Robert Mitchum et Gregory Peck. En début des années 90, Monsieur Steven Spielberg a dans l'idée de réaliser un remake des nerfs à vif parce qu'il a beaucoup aimé la première version. Mais il se dit qu'il ne peut pas assumer le tournage. Pourquoi ? Parce qu'il est en pleine production de La liste de Schindler. Ok, ouais. C'est vachement gay, hein. Ouais. Bah, C'est ça, pour ça ça lui a quand même bien pris Qui pourtant est sorti du 2 ans temps, plus tard. Schindler. quoi. Oui, mais ça lui Ouais. a pris énormément de temps. Ouais, Mais il n'y a pas ce projet. C'est vrai qu'il a mis 10 ans avant de faire les Schindler. donc, ouais. Et donc, Spielberg se dit ah oui, mais bon, j'ai envie. Il reste producteur du projet. Donc on dit ouais, bon, je vais demander à un de mes potes. Et son pote, il demande à Martin Scorsese. Parce que c'est un de ses copains, bon, et moins. Et à ce moment-là, Martin Scorsese était un petit peu, c'était un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que La Passion du Christ s'est foirée à ce moment-là. Donc parce qu'il a fait La Passion du Christ. Et il était en plein tournage des Affranchis. Et les Affranchis est sorti un peu plus tard, durant la même année. Et Scorsese, au départ, dit non. Parce que le scénario de base le fait chier. Il trouve ça le bon et le méchant et le gentil. Et donc, après 1 an de négociations, Spielberg le convainc en lui disant « Mais vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y. T'as un autre scénariste avec toi, vas-y, travaille le scénario et vas-y, fais ta propre version. » Et Scorsese dit oui. Et entre en jeu, donc les acteurs, je vais les citer quand même, parce que reprenant le rôle de Robert Mitchum, parce que Robert Mitchum incarne le personnage négatif du film, on a Robert De Niro. Je n'ai pas besoin de présenter Robert De Niro. Hein, Qui est Robert De Niro? Ah ben oui, Monsieur Spock. C'est celui qui joue dans celui qui joue dans Dirty Papi. non. Taxi Driver. Montage très rapide de tous ces films. Ouais, Mon beau-père et moi. Mon beau-père et moi, enfin non, il vaut mieux que ça, Robert De Niro. Nous avons Nick Nolte dans le rôle du côté positif, je dirais, de l'histoire. Donc Nick Nolte. Monsieur Spock. Non. Ils ont Nick toujours Nolte, Monsieur Spock. Nick Nolte, 48 heures quand même, avec Eddie Murphy, 48 heures de plus. Point Break, il est bien dans Point Break. Il est pas dans Point Break. Il est pas dans Point Break. Nick Nolte, il est pas Non, dans je Point confonds Break avec Gary qui Busey. Ouais. Oui, je confonds avec Ils se Busey. ressemblent. Mais je confonds toujours Nick Nolte et Busey. Il a joué dans Lorenzo dont on avait parlé. Lorenzo, oui, que je trouve, il est génial dedans. Ouais. Lorenzo, il est sublime. Et nous avons aussi Jessica Lange
immense actrice Jessica Lange, qui a joué aussi dans un autre remake, Ouais. celui de King Kong, King Kong de 76. de 76 avec Jeff Bridges. Ouais. Et Jessica Lange, je la retiens surtout pour... Monsieur Spock. Frances. Il est toujours tout le monde Pour Frances. Et pour compléter, nous avons Juliette Lewis, dans pas l'un de ses premiers rôles, quoique, elle est très jeune dedans. Donc Juliette Lewis, Une nuit en enfer. Le film avec d'Oliver Stone, Tu en es, entre autres. Et nous avons aussi, qui est plutôt intéressant d'ailleurs, c'est que Robert Mitchum et Gregory Peck sont dans le remake. Bien sûr, ils incarnent d'autres personnages, mais ils sont dans le remake. Ouais. Et ça, c'est vachement cool. Surtout quand tu vois que Robert Mitchum incarne un flic. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je vais citer le directeur de la photographie parce que il est très important. Scorsese choisit un certain Freddie Francis. Et Freddie Francis, c'est pas n'importe qui. C'était pas Freddie Mercury. Non. Donc c'est le directeur de la photographie, mais non des moindres. Il a géré la photo de Elephant Man, de Dune, et d'une histoire simple de David Lynch. Rien que ça. Mais il y a toujours un mais. C'est que Freddie Francis est également réalisateur. Il a réalisé beaucoup pour la Hammer Film, donc la boîte de prod britannique, et on lui doit, excusez-moi, des excellents thrillers à la Hitchcock. Donc Paranoïaque, Meurtre par procuration, que je vous conseille parce que c'est vraiment des... C'était juste après Psychose, en fait, tu avais toute une lignée de films à tweet, entre guillemets, mais ils sont vachement bien faits. À tweet. Un twist. Oui, à twist. Oui. pardon. C'est un peu tôt pour Il a réalisé un Dracula aussi, avec Christopher Lee, il a réalisé Dracula et les femmes, qui est l'un des plus, au niveau de la photographie, le plus intéressant. Ça se voit que Freddie Francis est directeur de la photo. Il a réalisé aussi 2 films à sketch que j'aime beaucoup pour la concurrence de la Hammer de l'époque qui s'appelle Amicus. Il a réalisé Le Train de l'épouvante avec Peter Cushing et Christopher Lee et un tout jeuneau Donald Sutherland et Histoire d'outre-tombe. Somebody's out there. What's your connection with this fella? I was his lawyer. But you shackled him somehow, right? And what was he in prison for? No, really. What did you do? De quoi ça parle? Donc c'est l'air à vif. Monsieur Spock. Non. Tu m'emmerdes. Oui, dans la scène de la fois. Donc, Sam Bodwin est un avocat qui exerce dans la tranquille ville de New Essex, Dans une ville des États-Unis. en Caroline du Nord. Tu veux que je t'aide à le lire, c'est Vas-y. écrit haut. Là. New Essex. Voilà, Oui, il a fait en cette Caroline du Nord. Alors, Sam Bodwin est incarné par Nick Nolte. Max Cady, incarné par Robert De Niro, est un ancien client que Bodwin a défendu 14 ans plus tôt. Cady était accusé pour viol et voie de fait sur une mineure. Bodwin a fait disparaître un rapport constatant la proximité relationnelle entre Cady et la victime, j'ai entendu le chat, Cady et la victime, qui aurait pu permettre à ce dernier d'obtenir des circonstances atténuantes. Ça rend tout de suite le résumé très... Ne chame pas le film, apparemment. Il s'est plaint, genre, oh non, pas ça. 14 ans plus tard, Max Cady est sorti de prison, bien décidé à se venger de Sam Bodwin. Pourquoi j'ai choisi ce remake et pas un autre? Parce que Scorsese décide de prendre vraiment un contre-pied total à l'original. Dans l'original, en fait, il date de 62, donc il y a le bon avocat, mais bien surtout rapport. Il aime sa femme, sa famille est bien, l'enfant est bien, etc., etc. C'est le bon américain de base. Et Max Cady, dans la version d'origine, donc incarné par un excellent Robert Mitchum d'ailleurs, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu. Et Scorsese décide de totalement, pas inverser la situation, mais plutôt d'être beaucoup plus nuancé. Le personnage, dans la version de Scorsese, le personnage de l'avocat, c'est pas quelqu'un de bien sur tout rapport. C'est quelqu'un qui a falsifié des preuves, évidemment. Hein, dans l'original, il ne le fait pas. Il trompe sa femme. Sa femme est délaissée, mais en tout et pour tout, y compris sexuellement. Et sa fille, elle est totalement paumée et perdue. Donc en fait, la famille américaine de base est déjà dans le mal dès le départ. Voilà. Et on comprend tout de suite la situation.
Et la manière dont incarne De Niro, le personnage de Max Cady, c'est pas une victime parce que c'est un enfoiré de base. Le mal est toujours là, mais c'est pas lui qui contamine la famille. La famille est déjà dans le mal dès le départ. Lui, il va juste encore plus accentuer, va en plus encore plus montrer la vie de l'avocat n'est pas bien. En fait, il va encore plus accentuer la situation. Et dedans, en fait, De Niro, on peut dire qu'il est à la fois terrifiant, il en fait des tonnes, mais justement, en fait, ça rend encore plus le personnage encore plus inquiétant. Il y a une scène que je trouve terrifiante, c'est que la famille est dans une salle de cinéma, il regarde un film, une comédie, je ne sais plus laquelle, et en fait, devant eux, tu as De Niro qui exagère son rire en train de fumer un cigare. Et c'est encore plus inquiétant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se force à rentrer dans la vie. Il se venge, hein. Il veut se venger. Et en fait, le fait que l'avocat a fait en sorte a falsifié des preuves en disant que oui, mais tu as fait du mal à une mineure, certes, la relation était ambiguë par rapport à la situation, mais en fait, tu as fait du mal. Donc, je te laisse aucune chance. Et le personnage de Max Cady, lui, il pointe pas du doigt d'avoir fait de la tôle, il pointe du doigt que tu as falsifié des preuves pour t'en laver les mains. Avant qu'il fasse ses 14 ans de prison, c'était un illettré qui n'avait aucune éducation, je dirais. Mais durant ces 14 ans, il a lu. Donc en fait, sa vengeance, elle est extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'il va se servir de la loi pour se venger. Mais en faisant des trucs horribles. Hein. Il va même tuer un chien. D'accord. Il va l'empoisonner, mais en fait, il va faire en sorte que Kevin ne regardera pas. Mais le truc, c'est qu'il arrive par le biais de la loi à s'en laver les mains. Parce qu'il a appris. Donc il en devient extrêmement dangereux. Et j'ai choisi ce remake-là parce que Scorsese décide d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus dans la nuance. Et tout en sachant, en se disant que je fais un film quand même où il y a eu quand même plus de 20 ans d'écart, 30 même. Et donc vraiment une belle réadaptation. Une belle réadaptation, mais en fait il va beaucoup plus loin. Il y a une scène quand même qui est extrêmement gênante pour le spectateur. J'avoue, moi je ne l'ai pas vu. C'est qu'en fait, De Niro arrive, en fait, De Niro, le personnage, en fait, arrive à prendre différentes personnalités. Quand il parle à la femme de Nick Nolte, à Jessica Lange, au premier abord, il est quelqu'un d'autre. Mais quand il parle à Juliette Lewis, parce qu'il arrive à atteindre la fille de Nick Nolte, il se fait passer pour un prof d'art dramatique. Mais même le physique change. C'est-à-dire qu'il a les cheveux longs, mais il a les cheveux bien en arrière, il porte un costume. Et il y a cette scène-là est très, très gênante, parce qu'il y a une tension sexuelle. Et en fait, on voit le prédateur sexuel. Qui est à travers lui. Okay. Qui est à travers lui. Et d'ailleurs, j'ai appris que toute cette séquence-là, où à un moment donné, tu as quand même De Niro qui met son pouce dans la bouche de Juliette Lewis, ça le suce. Enfin, il y a une tension sexuelle extrêmement gênante. Et en fait, les deux ont improvisé. D'accord, c'est une improvisation totale. C'est une improvisation totale. Donc après, ils se sont chauffés sur le plateau, ils ont donné les coulisses, Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette interprétation-là, c'est que le Scorsese se dit, voilà, je vais aller plus loin. Juste cette scène-là, elle n'y est pas dans la version de 62, parce que c'est l'époque. Parce que la censure était totalement différente. Il y avait, surtout en Amérique. Surtout aux États-Unis. Même si l'original, j'aime beaucoup l'original parce que justement, ça parle d'une époque certes, mais il y a toujours une tension, il y a toujours... t'es terrifié, je vais parler un peu du remake, enfin de l'original, mais t'es terrifié par Robert Mitchum dedans, parce qu'il est d'une violence sans nom. À un moment donné, il tabasse une nana, il lui fout 2-3 gifles dans la gueule,
La scène qui est dans le remake, mais en bien pire. Non, mais en bien pire, parce qu'il y a la même scène, une autre scène dans le remake, à peu près la même scène, mais fait différemment, Ouais. beaucoup plus violente et beaucoup plus terrifiante. C'est comment, en fait, c'est déjà terrifiant dans l'original, comment accentuer de Scorsese a compris. Comment faire? J'en dis pas plus, c'est extrêmement gore, par contre. Là, tu me donnes envie de le voir. C'est vraiment intéressant. Et ce que je salue Je aussi, veux dire que c'est gore. c'est comment De Niro a approché le rôle. C'est-à-dire que De Niro, il fait pas du Robert Mitchum, parce que c'est pas la même. De toute façon, ce serait ridicule. Ridicule. du coup. Il fait à lui, mais il s'est inspiré d'un autre rôle de Robert Mitchum pour incarner son Max Cady. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, De Niro a plein de tatouages partout. Plein de tatouages partout. Et il a des tatouages au niveau de la justice, tu sais, la balance de la justice. Ouais. Il a plein de trucs, etc. Et en fait, la manière dont il l'a incarné, il s'est inspiré de Robert Mitchum, le personnage qu'incarne Robert Mitchum dans l'excellent film, je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs, La Nuit des Chasseurs. Je l'ai pas vu. Du mais- chasseur. Du chasseur. On connaît. Je je l'ai en connais le nom. DVD, enfin. Est-ce que je l'ai vu Voici une représentation approximative de ma pile de DVD de films pas vus que j'ai acheté. Et ma main, et voilà. Alors, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir, parce que c'est un film magnifique, réalisé par un acteur, je ne sais plus son nom, Charles Lockton. ouais, qui a fait que ça. Il a fait que ce film-là, il aurait dû en faire d'autres, parce que c'est sublime. C'est un film génialissime, Robert Mitchum est terrifiant, et De Niro s'est inspiré de ce rôle-là. C'est pour ça qu'il n'a pas fait d'autres. Sur des boulots. Bah, en fait, il a pas pu parce que ça s'est planté à l'époque. Et c'est redevenu Ah ouais, le culte, film s'est c'est planté. redevenu culte, Ah, et connu grâce à Scorsese, Scorsese. qui a déterré le film. Ok. Et, et De Niro s'est inspiré de ce personnage, plus ce personnage-là que le Max Cady de Robert Mitchum. Il a vraiment pratiquement peut-être combiné les deux en prenant plus le personnage de La Nuit du Chasseur, qui est beaucoup plus terrifiant et beaucoup plus malsain. Et ça, j'aime beaucoup, cette idée de regrouper deux personnalités qui se rejoignent un petit peu quand même, incarnées par le même acteur, mais en allant beaucoup plus loin. Et ce que je salue aussi, c'est la photographie du film, qui est juste à tomber par terre. Bon, évidemment, c'est Freddy Francis, donc c'est logique, vu ses travaux d'avant. Mais c'est que Scorsese rend hommage, pour moi, mais je pense que pour ceux qui connaissent ce qu'a fait le réalisateur que je vais citer, savent de quoi je vais parler, mais Scorsese, dans ce film-là, rend hommage à Mario Bava, donc le réalisateur italien, que je vénère à titre personnel, par les teintes de couleurs qu'il choisit. Le rouge, il y a des teintes de rouge, il y a des teintes de bleu très prononcées, et surtout aussi, c'est la manière dont il raconte le fil conducteur du film. Parce que le film commence par Juliette Lewis et se termine par Juliette Lewis. Dans l'original, c'est pas ça. C'est ensuite tout de suite le point de vue de l'avocat. Et là, pour le coup, on commence par Juliette Lewis et son regard d'enfant. Et on termine par le regard qui n'est plus enfant de Juliette Lewis. Et c'est ça, j'en dis pas plus ce qui se passe entre deux. Mais vraiment, ça fait partie de ces remakes où tu te dis, sur le papier, tu te dis ouais, pourquoi pas, ou est-ce que c'est utile. Mais quand tu le vois, tu te dis ouais, mais ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Et je dis pas parce que c'est Scorsese qui a fait ça. Il a fait un autre remake qui s'appelle Les Infiltrés. Je préfère l'original. Je préfère Infernal Affair. Je n'avais pas vu l'original, j'avais vu Les Infiltrés, mais... Je préfère Infernal Affair. Après, c'est mon point de vue. Le Infiltré est bien, hein. Je dis pas que c'est de la merde. Non, c'est vrai que j'avais pas ça bon nom. J'aime bien, mais je trouve que pour les nerfs à vif, je trouve que Scorsese a fait vraiment une réinterprétation et il va beaucoup plus loin. C'est pas un copier-coller Et ce qui est cool aussi, c'est comme je le citais, c'est de voir aussi les anciens comédiens. On voit Robert Mitchum dans un rôle totalement différent. Il joue un flic quand même, il joue un inspecteur. Et tu te dis, quand tu vois l'original, tu te dis, c'est sympa le petit clin d'œil à l'original, et en même temps, tu incarnes un autre rôle. Gregory Peck, c'est pareil, il incarne un autre rôle totalement différent. Tu as même l'acteur qui incarnait, parce qu'il y a l'avocat fait appel à un détective privé. Oui, un détective privé qui, celui qui incarnait le détective privé dans l'original joue dans le remake dans un autre rôle aussi. Moi j'aime bien ce petit clin d'œil, qui n'est pas forcé en fait, parce qu'en fait ils jouent d'autres rôles, et en fait
il y a de l'écriture. C'est pas un caméo, coucou, c'est moi que là, et comme on en a à l'appel aujourd'hui. Oui. Et ça fait partie des plus grandes réussites de Scorsese. Un petit peu mis de côté, parce que tout le monde sait, bon maintenant ça s'arrête aux affranchis, Casino, et il n'y a rien entre deux. Si, il y a les nerfs à vif, mine de rien. Et ça fait partie de mes films préférés de Scorsese. Psychopath in our faces? I mean, who knows what's true and what isn't? I'm just losing my mind here. I called the vet, and then he died. I told you not to let him out. It would be unethical of me to advise the citizen to take the law into his own hands. You thought about me last night, didn't you? Evening, ladies. Hello? I think we're alone now. Where are you from? I'm from the Black Forest. Maybe I'm a big bad wolf. Do you mind if I put my arm around you? Est-ce que vous l'avez vu? Alors toi, je sais Pas du tout. Pas du tout. Pas Mais du tout. de toute façon, de manière générale, j'ai pas vu assez de Scorsese dans ma vie. Mhm. Donc à un moment, il va falloir que je regarde la liste de ce que j'ai pas vu et que je fasse « Ah, waouh, trop de trucs à acheter !» Et puis que je pleure et que je m'y mette. Kevin, tu l'as vu? J'ai vu les deux. T'as vu les deux? Ouais. L'original et le remake. Et j'ai vu aussi l'excellente parodie des Simpsons. Oui, il y a... Parce qu'il y a un épisode des Simpsons qui prend qui est juste Oui. c'est le film en fait. C'est le film, ouais. C'est génial. Donc en fait, tu veux une version résumée du film, tu regardes les Simpsons apparemment. Oh, non. Ça prend moins de temps. Et en plus, il reprend même les codes de la version de Scorsese, là, pour le coup. Ouais. Ouais. Il reprend même la musique que Scorsese avait Oui, fait. alors en parlant de la musique, la BO elle est sublime parce qu'en fait Scorsese a lui, parce que dans la version originale, c'est Bernard Herrmann qui a fait la musique. Donc le grand compositeur qui a fait pratiquement toutes les musiques d'Hitchcock, entre autres, et a bossé aussi pour Scorsese dans Taxi Driver. Driver, Le film dernier, d'ailleurs. qui fut sa dernière composition. Et Scorsese ne voulait pas dénaturer la musique, parce que la musique est tellement bien, qu'il a repris le thème original pour son remake, mais réorchestré par, je ne sais, Elmer Bernstein. merci, qui n'est pas non plus un bon choix en termes de musique. Ouais. Et donc en fait, toutes ces combinaisons-là font que ça fait partie des remakes les plus intéressants et peut-être des meilleurs remakes que j'ai vus jusqu'à maintenant. Et nous allons continuer avec les bons remakes, avec le choix de Kevin. Et il s'agit de... C'est le film donc de Terry Gilliam sorti en 1995 avec Bruce Willis, Brad Pitt et Martin Stowe, pardon. Que tu as en DVD. Que j'ai en DVD qui est juste Magnifique. là et que beaucoup peut-être ne savent pas que c'est un remake. Parce qu'il a un statut un peu particulier, parce qu'ils disent que c'est adapté d'un court-métrage qui s'appelle La Jetée, réalisé en 62 par Chris Marker. Parce que c'est particulier, c'est que ça reprend la base, mais en même temps ça développe sa propre histoire pour L'Armée des 12 singes. Donc ça lui donne un statut un peu particulier de remake et à la fois adaptation. Ouais, ce que j'allais dire. Alors, L'Armée des 12 singes, donc de quoi ça parle? Alors déjà oui, est-ce que j'ai précisé que c'était réalisé par un des réalisateurs les plus malchanceux au monde, à savoir Terry Gilliam. Oh putain. Non, t'as pas juste Terry Gilliam. T'as dit pas juste dit Terry que c'était, Gilliam, malchanceux. malchanceux, Pas sûr d'avoir vu. oui on peut le dire. Ah bah le Ah oui. c'est La Mancha, regardez le c'est La Mancha. Voilà. Et tellement d'autres projets comme Watchmen qu'il devait réaliser, qu'il n'a pas pu réaliser. Beaucoup de films qui n'ont pas marché et qui sont devenus cultes par la suite, mais qui ont... Enfin, c'est un peu John Carpenter, mais en pire. Terry Gilliam, il est surtout très connu en tant que réal, c'est lui qui on voit Brasil. Ouais. Excellent, soit dit en passant, avec aussi Robert De Niro dans un petit rôle. On voit aussi mon préféré, à titre personnel, c'est The Fisher King, avec Robin Williams et Jeff Bridges. Il y a aussi Le Baron de Munchausen, il y a aussi Las Vegas Parano, enfin, Oui. il y en a tellement. Vous êtes un excellent observateur, Cole. Nous avons un nouveau programme de réinsertion vraiment différent. Ce serait l'occasion de voir votre peine considérablement réduite. Et pourquoi pas de contribuer de façon déterminante à ramener l'espèce humaine à la surface de la Terre. Nous sommes en l'an 2035
Et on va dire que pour la Terre, c'est pas joyeux, hein, parce qu'un virus qui a été répandu en 96-97 a tué 5 milliards d'êtres humains, et la population maintenant vit sous terre. Et c'est les animaux en fait qui vivent à la surface. Et voilà. Ensuite nous avons le personnage de James Cole qui est incarné par Bruce Willis, qui est un prisonnier en quelque sorte. Puisqu'il il est en tôle, mais peut-être que prisonnier c'est peut-être une classe sociale, on ne sait pas. Qui est envoyé dans le passé pour essayer de découvrir comment le virus a été lancé et par qui, afin de sauver éventuellement le monde. Il va faire des allers-retours entre le passé et puis son présent à lui qui est notre futur à nous. Et voilà, il va y avoir plein de péripéties et tout, et jusqu'à la fin, parce qu'il y a une fin, comme tous les films généralement. Pour la fin, le délire un peu cyclique qui se reproduit à 24. Oui, alors c'est pas exactement ça, mais il y a un truc un peu dans ce sens-là. Ouais, parce que je me rappelle. Qui est repris d'ailleurs, ce principe-là en fait est repris justement de La Jetée, de Chris Marker, qui est, comme je l'ai dit, un court-métrage de 26 minutes à peu près, et qui a la particularité d'être en roman photo en fait. Le film c'est que des photos. Mais ça raconte une histoire. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir, il est disponible sur YouTube, parce qu'il est quand même assez vieux, il est de 62. Et franchement, c'est un excellent court-métrage. Et l'histoire est très différente parce qu'à part le futur, les personnes qui vivent sous terre, le voyage dans le temps et la notion, le twist en fait qu'on a dans l'Armée du singe, qui est une notion un peu cyclique comme a dit Julien. Et ben en fait nous avons exactement cette même chose. Je ne peux pas trop en dire pour pas spoiler ceux qui l'ont pas vu. Mais indice, ce n'est pas le Tour de France. Non. Parce que cyclique. Je sentais qu'il n'avait pas compris. Mais ça joue sur la temporalité. Moi j'allais dire autre chose, j'allais dire Bruce Willis n'est pas un fantôme. Voilà. Et enfin voilà, il y a ça qui en fait ils ont repris le concept de base, ils ont changé le pourquoi du comment la Terre est irradiée. Ouais, il a adapté. Et voilà, en fait ça reprend la base tout en faisant sa propre histoire, sa propre mythologie et sa propre construction des personnages. Donc c'est un remake parce que c'est basé sur le film acheté, mais en même temps ça raconte sa propre histoire, donc c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était un remake. Et même Terry Gilliam d'ailleurs ne le savait même pas, quand il a commencé le tournage, il ne savait même pas que c'était un remake. Terry Gilliam ? Terry Gilliam, oui, il ne le savait même pas. C'est pas lui qui a écrit le scénario du coup. Non, c'est un couple, c'est Janet Peoples et David Peoples qui est connu notamment pour avoir coécrit Blade Runner, entre autres, c'est un scénariste qui a été assez prolifique dans les années 90, avec sa femme, pour le coup il écrit avec sa femme. Et en fait c'est le film L'Armée du singe est à l'origine, est à l'initiative d'un producteur qui s'appelle Charles Roven, qui est à l'origine de quelques remakes dont on va parler, que ce soit en bon et en moins bon. Et en fait c'est lui il a demandé à Chris Marker l'autorisation, il a acheté les droits à Chris Marker de la jeter pour faire un remake. Et c'est lui qui a engagé Terry Gilliam et qui pour le coup en fait pour ce film là, parce que pour un autre remake qu'il a produit, moi je parlerai vite fait un petit peu après pour vous expliquer pourquoi ça m'étonne que ce mec là ait été aussi et il a beaucoup soutenu Terry Gilliam, faut le savoir, parce qu'il a vraiment soutenu que ce soit dans le montage, même s'ils ont eu des désaccords forcément, parce qu'ils voulaient pas finir le film de la même manière, mais ils ont réussi à trouver un compromis ensemble. Et il l'a vraiment soutenu du début à la fin, il a vraiment poussé pour que ce soit Terry Gilliam qui le réalise, parce qu'il trouvait que la sensibilité de Gilliam, le style de Gilliam collerait parfaitement à l'histoire. Et ce mec, voilà, il s'appelle Charles Roven. Et il a aussi, et pour le coup ça m'étonne qu'il ait été vraiment aussi bienveillant avec Terry Gilliam, parce qu'il a produit un autre remake quelques années plus tard qui n'a pas du tout n'a pas eu le même succès. Et il n'a pas été aussi bienveillant avec le réalisateur, c'est Rollerball. Oh purée de merde. Ah ouais d'accord. Wow. Rollerball. De John McTiernan. Oh là là. Il était producteur sur ce film là aussi.
C'est lui qui a été mis à l'écoute en fait par Anthony Pellicano. D'accord. Ah, c'est lui. C'est à ça qu'on doit la fin de carrière de McTiernan en gros en fait. D'accord. Donc c'est assez surprenant comme un même producteur peut être à l'initiative de 2 projets et de soutenir l'un et pas l'autre en fait. En quoi je considère que c'est un bon remake déjà parce que, comme je l'ai dit, il a pris le concept du court-métrage, mais il en a fait sa propre tambouille on va dire, il a fait vraiment sa propre histoire, sa propre mythologie, et il offre aussi un des meilleurs rôles de Bruce Willis, franchement, c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. C'est très très différent, et ça c'était voulu, totalement différent de son type de rôle habituel, donc de John McClane et tout ça. Là il montre vraiment un côté très sensible en fait. Il fait même pas de blagues, il a pas son humour habituel, et ça change et ça donne vraiment une performance énorme quoi. Puis même Brad Pitt il en fait des caisses, mais c'est à la limite du surjeu, mais c'est pas dans le surjeu, c'est un fou extrait. Un fou dans l'hôpital. Et en fait, il est excellent Brad Pitt dedans, je trouve. Oui, c'est un très bon manipulateur dedans. Tous les acteurs et actrices sont très très bons. Ouais. Même Madeleine Stowe qui avait été révélée juste avant par le dernier des Mohicans, qui a pas fait non plus une grosse carrière par contre derrière, parce que je sais qu'elle a joué après dans Nous étions soldats avec Mel Gibson, et elle a malheureusement joué dans un film qui s'appelle Mafia Love avec Stallone qui est infect. Mais voilà, après elle est tombée dans l'oubli direct. Voilà. Et voilà, je considère vraiment que c'est un très très bon remake parce qu'il s'est éloigné justement il a pris la base du court-métrage, il a pris le cœur du court-métrage, mais il s'en est suffisamment éloigné pour avoir sa propre identité en fait, et c'est ça qui est énorme. Comme tout à l'heure, en fait, il a respecté en effet le matériau de base, et il l'a développé, il a essayé d'aller un peu plus profondément dans le sujet. C'est ça, oui, ils ont développé leur propre mythologie. Déjà, le coup du virus n'était pas du tout dans le film La Jetée, parce que dans La Jetée, c'est la 3e guerre mondiale qui a provoqué l'effondrement du monde. Ah, t'es plus crédible en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Comme quoi, c'est là qu'on voit que la fiction et la réalité sont très très la frontière est très fine. Et franchement, voilà, si vous ne connaissez pas le film L'Armée des 12 singes, regardez-le parce que l'histoire est excellente, l'interprétation est excellente, la réalisation est géniale. Terry Gilliam, il utilise ses gimmicks de courte focale et des caméras débulées, mais ça marche nickel. Et en plus, il y a aussi un côté cyclique dans son rapport avec La Jetée, parce que Chris Marker a dit que La Jetée, il s'était inspiré pour ça, parce que c'est une histoire d'amour, dans le film La Jetée, il y a une histoire d'amour qui se construit, c'est très très inspiré de Vertigo d'Alfred Hitchcock, et L'Armée des 12 singes fait totalement référence à Vertigo d'Alfred Hitchcock. Ouais. C'est la fameuse scène. C'est vraiment très très cyclique. Et puis même aussi, je pense, dans les twists et tout ça, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment... La scène de la douche. Ah non, c'est pas ce Hitchcock là, pardon. Donc il y a vraiment Les oiseaux. Il y a vraiment une boucle en fait. Monsieur Spock. Mais pourquoi il revient? Il y a une boucle vraiment qui se fait à tous les niveaux par rapport à ce film là. Donc voilà, et je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous l'avez vu déjà, monsieur? Moi je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je savais pas que c'était un remake. Moi je trouve que t'as dit quelque chose qui est vrai, c'est que c'est l'un des meilleurs rôles de Bruce Willis. Oui, totalement. Parce qu'il y a une pas 3, 4 vulnérabilité. Merci. Qui est flagrante dans le film. Il sort en 95. C'est ça. Willis, en 95, il enchaîne quand même 2 grands films. L'Armée des 12 singes et Une journée en enfer. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Et en fait, ça montre, en fait, ces deux films-là montrent les 2 facettes de Willis pour moi. C'est McClane et le côté très sensible de Willis dans L'Armée des 12 singes. Et c'est ce qui montre ça. Et je pense que voilà, c'est bien de reparler de Willis, d'un acteur qui... je reviens sur Willis, mais je veux dire par là que pour moi, Willis, c'est ça. Willis, c'est L'Armée des 12 singes, entre autres. Et c'est pas sa fin de carrière. Malheureusement, ce qui est dommage avec Bruce Willis aujourd'hui, c'est que
Bah, il est malade. Il s'efface littéralement. Là, je parle en termes de carrière, vraiment, c'est qu'on a tendance à retenir que Die Hard. Et ensuite à retenir sa fin de carrière où vraiment il en avait quasiment plus rien à foutre de ce qu'il faisait, quoi, en fait. C'est dommage qu'il y a des rôles de Willis que moi je me rappelle, qui encore maintenant, je dirais pas me hantent, mais quand Willis joue un méchant dans Le Chacal, oui. J'avoue qu'il m'impressionnait à ce niveau-là. J'étais en mode waouh. Bah, non, puis en plus, le Piège de cristal, ou Une journée en enfer, ou même 58 000 pour vivre, ok, ça a fait sa notoriété, et ça a fait Willis, ça c'est sûr, mais il a fait autre chose aussi. Ça reste ses rôles iconiques. Mais ouais, voilà, L'Armée des 12 singes fait partie de ses plus grands films. Parce que justement il donne autre chose et Terry Gilliam ne le lâche pas là-dessus. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Et il y a M. Night Shyamalan qui l'avait compris aussi quand il a fait son Incassable. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Magnifique dans ce oui, Incassable fait partie des meilleurs films de Willis. Mais du coup, un grand Bruce Willis dans L'Armée des 12 singes, du grand Terry Gilliam. En plus, c'était vraiment Terry Gilliam qui se posait la question de comment faire un pur film de Terry Gilliam alors qu'il n'est pas à l'origine du film. Parce qu'il n'est pas au scénario, il n'est pas à la production, il est vraiment juste réalisateur. C'était vraiment une commande entre guillemets, mais il s'en est vraiment extrêmement bien sorti. Il a vraiment fait un film de Terry Gilliam alors que c'était pas lui à la base, et c'est un excellent remake. C'est un chef-d'œuvre, film, merde. C'est un excellent film à lui. C'est un véritable chef-d'œuvre. C'est vraiment son. Nous sommes tous des singes. Si le virus se répand, on devra vivre sous terre. Nous vous surveillons. Je veux juste remplir ma mission pour qu'on redevienne maître sur Terre. On va passer à un autre remake. Donc là, on est à un remake qui date de 2003. Ouais. Sorti US 2003 et 2004, enfin pas très longtemps, mais début 2004 pour la France. Et c'est... Du coup, on a fait pareil sur Massacre 62, ce qui est, pour le coup, en effet, pour ma part, un très bon remake, parce que j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps avec plein de gens, et ça fait partie des remakes qui ont fait que beaucoup de gens ont découvert après l'original, qui ne connaissaient pas forcément. L'original est de 75, il me semble. 74. Original que j'ai aussi ramené un beau coffret DVD. On voit lequel va ta préférence entre un beau coffret et puis un DVD. Alors non, c'est surtout que le collector de base de Massacre de Nispel qui est très beau, il est en plus couleur rouge, avec un effet dans la forêt qu'on voit vraiment le personnage entièrement, est très beau, mais alors pour le trouver de nos jours en bon état surtout, parce que j'en ai eu plein mais en version des états horribles, c'est assez compliqué. Donc de base, faut savoir que ça vient de... Les États-Unis. Ah ouais, vulgarisation mal. Non, de base, d'où part l'idée, c'est donc du coup un jeune Tobe Hooper qui en fait était intéressé par deux histoires qui s'est passées au Texas. En effet, une histoire d'un meurtrier qu'on avait surnommé Leatherface, du fait qu'on avait vu qu'il avait sur son visage une espèce de masque en cuir, et qui en effet l'affaire avait été classée, classée cold case, c'est le genre d'affaire qui est sans suite. Et qui était assez troublant parce que ça ressemblait vraiment à une autre affaire qui s'est passée à la même époque au Texas, une affaire d'une famille de cannibalisme qui pareil a été classée sans suite. Et le réalisateur avait trouvé intéressant en effet de mélanger ces deux histoires pour en créer une version, on va dire, un peu plus viscérale de la chose, en nous présentant donc un film vraiment fait, alors je dirais pas avec des bouts de ficelle, mais on va dire que le budget n'était pas énorme. Les acteurs, il me semble que je les ai pas entendus dans d'autres films, quoi que ce soit, donc je suis pas sûr que ce soit des acteurs qui ont eu une énorme carrière dans ce film. Les conditions de tournage qui étaient assez je trouve pas le terme, on va dire, assez abracadabrantesque, on va dire. Rock'n'roll, parce que déjà il y avait la chaleur énorme, ce qui fait que les caméras chauffaient. À l'époque c'était la bobine, donc du coup certaines bobines fondaient, qui totalement littéralement avec la chaleur. Et on va dire que le budget est beaucoup passé dans le décor de la baraque, qui faisait voir en effet des choses qu'on avait du mal à regarder au cinéma. Je me rappelle, c'était surtout La Nuit des Morts Vivants,
lui avait déjà commencé avec un délire de faire voir un squelette, quelqu'un qui mangeait un squelette. Lui il était en mode, on va carrément faire voir quelqu'un qui s'amuse à créer des meubles avec des os humains. Donc qui avait choqué à l'époque parce que le film avait été interdit quand même dans 10 pays, il me semble. Y compris la France. Y compris la France à l'époque. Alors que c'est ça qui est marrant, c'est que aujourd'hui on regarderait le film, les gens diraient, ils comprendraient pas pourquoi il est interdit, parce que le film en effet n'a presque, à part vraiment l'épilogue du film, donc on n'est même pas dans la 3e acte, vraiment juste l'épilogue, du sang. Le reste il n'y a rien en fait. C'est vraiment une façon de jouer avec l'image qui rend le film assez violent, on va dire. Notamment la scène de la cuisine où une fille se fait vraiment accrocher comme un bout de barbac dans un abattoir. C'est arrivé en 2003, donc du coup un remake de ce film qui commençait un petit peu à dater. Dis-moi comment tu m'aimes. Comment? Comme ça. Comme ça? Comme ça. Est-ce que ça va? Ils sont tous morts. C'est un malade. Il faut que j'appelle les flics. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'était? Et un remake, comment dire, qui moi, alors, j'adore l'original, c'est celui qui m'a donné envie de faire des films d'horreur, mais j'avoue que le remake est arrivé avec aussi une nouvelle vague, un nouveau souffle dans l'horreur, c'est-à-dire on était plus dans le délire presque, on n'était pas encore en torture porn, mais on avait les prémices, on va dire d'un film donc, qui voulait encore plus viscéral, mais tout en respectant ce que j'attends d'un remake, en respectant la matière de base, et en l'exploitant d'une façon différente. Par exemple, dans le remake, ce qu'il n'y a pas dans l'original, on a le délire de vol d'enfants, qui est intéressant, qui était sûrement dû à ce qui se passait beaucoup en Amérique à ce moment-là, qui n'y avait pas dans l'original, parce que l'original c'était un peu différent. Alors, la différence entre le remake et l'original, c'est que l'original, en effet, il peine à démarrer. On va dire que c'est assez long à démarrer, on aime beaucoup avec les personnages entre eux. Alors que l'origine, c'était un peu le trope des films de l'époque. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on démarre beaucoup, c'est-à-dire que d'aujourd'hui, il y a des scènes, j'avoue, dans l'original qui sont, je dirais pas qu'ils servent pas à grand-chose, mais qui sont à couper dans le sens réduire, notamment une scène où ils vont dans la baraque, parce que oui, l'histoire, c'est des jeunes qui reviennent sur pas leurs origines, mais qui reviennent, on va dire, dans leur région, revisiter la maison de leurs parents abandonnés, et qui, juste par nostalgie, veulent revoir un petit peu là où ils ont grandi à l'époque. Oui, c'est un pèlerinage. C'est ça, c'est un pèlerinage. Et malheureusement, ils vont tomber sur un personnage très loufoque qui sera remplacé dans le remake, un peu loufoque, qui au final fait partie de cette famille qui un peu contrôle ce qui reste, que tout le monde est parti, c'est la guerre au Vietnam, le Texas c'est un petit peu mort, on va dire, à ce moment-là. Et du coup, ouais, on a ce pèlerinage qui est fait, et en effet il est assez long, parce que du coup on a toute une partie dans la baraque, où on a un personnage qui est handicapé, on voit qu'il est un petit peu délaissé. Alors c'est cool, mais un peu trop long, on va dire, dans sa mise en scène. Alors que le remake, lui, rapidement, il décide, d'amener qu'est-ce qui se passe de nos jours, parce que ça se passe quand même entre 1975 et 2003, il y a quand même plus de 30 ans, mine de rien. Donc là, c'est un nouveau... Il faut en effet aller vers un nouveau public qui est différent. Donc là, on a un délire de personnes qui veulent aller voir un concert, et qui, malheureusement, sur la route, à la place de rencontrer une personne un petit peu bizarroïde, rencontre plutôt une femme qui est totalement désespérée, qui, à la bout de sa vie, on sent qu'elle a vu quelque chose elle n'arrivera pas à se retirer cette vision de l'histoire, et se suicide dans leur van. Chose qui, je pense, à tout le monde pourrait... Si ça arrivait, je pense qu'on serait totalement en mode what the fuck, qu'est-ce qui nous est passé dans... Voilà. Ça serait joueur, c'est joueur. Je vais reprendre 2 fois des nouilles. C'est ça. Ah, mais qu'on a une petite comparaison. Un des personnages compare ça pour essayer de un petit peu rendre la chose moins violente à des lasagnes. Mais voilà, on a toute une différence. C'est-à-dire que dans l'original, on a des personnes, donc pareil, donc pèlerinage, mais donc des personnes qui sont plus d'une famille, alors que là, dans l'autre, on a plus des amis, et en plus des personnes qu'ils ont rencontrées sur la route.
dont une fille qui tombe amoureuse de l'un d'eux sur la route. Et du coup, là, on voit rapidement le réalisateur arrive à nous faire comprendre un petit peu quand c'est leur vie en général. La vie de couple des deux personnages qui est jouée par l'héroïne qui est jouée par Jessica Biel. Oui. Biel, qu'on voit que son couple, c'est un jeune couple, mais il y en a une qui attend un peu plus d'engagement de la part de son chéri, et puis l'autre il est en mode ok, t'inquiète, mais il est en mode voilà, il veut sa jeunesse. Il a vu Jessica Biel, donc il a changé d'avis. Il veut fumer, voilà, parce on a toujours ce côté un petit peu très rock'n'roll dans le remake, même un peu plus, parce que du coup on a vraiment le délire de la drogue qui est là, avec le joint qui va être énorme, enfin qui va être essentiel dans l'histoire, du moins comment ces personnes vont se faire avoir. On en effet le délire du sida qui est raconté par un des personnages parce qu'il voit notre ami qui vient rencontrer une fille sur la route et qui sont déjà en mode presque si s'il y avait personne il serait déjà en train de faire un débat sexuel dans le van. Donc on a toute une autre génération différente mais qui intègre bien l'histoire en gardant la base, c'est-à-dire que ils vont se faire avoir par cette famille de cannibales dont l'un du coup est une personne qui tue à la tronçonneuse. Quand on regarde le film il est vraiment fait à peu près pareil. Il y a juste qu'on n'est plus sur le chef de famille qui est un gérant d'une station essence. Bon, là, on est sur quelqu'un qui est shérif, on va dire. Ce qui rend la chose, je trouve, plus effrayante, parce que quoi de pire quand tu demandes des secours d'un shérif et qu'au final, le shérif lui-même est pas la personne à qui il fallait demander de l'aide. Oui, voilà. Ça rend... à ce moment-là, tu te demandes à qui tu peux faire confiance. Je trouve que ça rend le truc encore plus viscéral là-dessus. Et une psychose, le mode on peut faire confiance à personne en fait. Et donc on a ça, on a toujours le délire du camion qui arrive à la fin, mais sauf que là il ne servira plus à la même chose que dans l'original, parce qu'on a essayé de faire quelque chose de différent. Et même la fin de l'original, pour ceux qui la connaissent, même ceux qui ne connaissent pas le film, on a cette image de ce personnage qui d'un seul coup danse avec sa tronçonneuse, carrément il se fait une danse, c'est un kiff le gars, alors qu'il a peut-être pour un petit peu rendre moins la chose violente parce qu'il vient de s'apercevoir qu'en gros il vient de lâcher sa première victime qui a réussi à s'enfuir, donc du coup je pense que le gars est totalement dans son délire et puis il va. Et on a ça qui est fait dans le remake mais différemment, c'est-à-dire qu'en fait il va pas vraiment danser avec la tronçonneuse mais il va faire à peu près le même geste, mais parce qu'en fait il va essayer d'intercepter la voiture et en fait juste la tronçonneuse qui va se balader, en fait ça fait que le gars il lance et en plus ça il manque à ce moment-là un membre. Ce qui est intéressant dans le 2, c'est qu'on n'a pas fait créer juste un monstre, on doit savoir aussi un monstre qui course après en effet le personnage principal, mais il arrive un petit malheur, c'est-à-dire que la fille se défend. Ce qui est intéressant dans la plupart des films d'horreur, que généralement on faisait voir souvent la fille qui courait. J'avoue que l'original là-dessus, il est pas... Voilà, on a tout le temps la fille qui court et qui hurle énormément. La pauvre. Ouais, qui va être traumatisée à vie, je pense. L'actrice. Alors que dans le remake, ils se sont dit, ouais, j'ai envie de faire quand même que le personnage se défend à un moment donné, et il se défend très très bien. Malgré, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil, je sais pas pour vous, mais dans le remake, à un moment donné, il y a le personnage qui tombe avec la tronçonneuse et qui se coupe légèrement sur la cuisse. Et je me demandais si c'était pas un petit clin d'œil au fait qu'il a fallu avoir cet accident-là sur l'original. Bon, de base, c'était la tronçonneuse qui passait à ça de sa tête. Mais je me suis posé des questions. Donc, ce que j'en dirais de ce film en général, moi c'est mon type de cinéma, donc c'est pour ça qu'il m'avait convaincu à l'époque. Et qui, comme beaucoup, j'avais découvert celui-là avant. Et m'avait donné envie de découvrir celui de Tobe Hooper. Et qui, quand j'ai découvert celui de Tobe Hooper, c'est fou parce que c'est le remake qui est plus mon style à moi. Si je devais faire un film d'horreur, c'est vraiment mon délire à moi, c'est-à-dire gore, vraiment un peu crado au niveau des décors, j'adore énormément. Étant un grand fanat après des films qui sont arrivés de type Saw et autres qui sont arrivés. Et pourtant, c'est celui de Tobe Hooper que j'ai découvert après et qui m'a donné vraiment envie de réaliser ce genre de cinéma en général. Donc que je conseille, franchement, c'est l'original comme le remake et donc je valide pour ma part. Très bon remake qui respecte on va dire, la matière principale quand tu découvres l'original. Tu découvres qu'il n'a pas été juste un vulgaire plagiat, qu'il n'a pas essayé de pourrir l'original. Je pense... Alors je sais pas si ce scénario a été fait par le réalisateur, ou si le réalisateur a été pris par la production Metropolitan, il me semble, à l'époque. Est-ce que tu avais aussi Radar, quelque chose? Alors, c'est Michael Bay qui a produit le film. Oui, c'est Michael Bay qui a produit le film. Wow, à l'époque où il savait produire des films. Il va
les tuer. Qui va tuer qui? Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, ma pauvre petite. Il l'a vu. Qui l'a vu déjà? Moi je n'ai pas vu le remake et je n'ai pas vu l'original non plus. Donc, Voilà, déjà t'es pas très porté sur le film d'horreur. Déjà de base non. Après je suis toujours un peu curieux mais. Ouais, machin. Alors, c'est sorti à une période où, en fait, j'aimais pas l'horreur du tout. Ah ouais. Mais parce que en fait, c'est vraiment, comment dire, je voyais les ficelles, mais je les voyais grosses comme ça, donc du coup, ça me cassait les pieds. Et puis quand j'ai vu qu'il y a eu qu'il allait y avoir un remake, je me suis dit, bah, ça va être dans la mouvance des films de ce moment. Et les films d'horreur en ce moment, qui sont dans la mouvance de ce moment, je n'aime pas, donc j'ai jamais essayé de le regarder. Ah ouais? Parce que je me suis dit, ça va être fait de la même manière que les films d'horreur sont faits là. Parce que le problème, c'est que les films d'horreur, pendant longtemps, en fait, c'était... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de remakes qui n'étaient pas C'était le Cercle, The Haze, enfin il y a tout ça qui est sorti dans les années 2000 qui n'étaient pas forcément les Et meilleures puis adaptations. il y a eu une énorme période où c'était on va faire des jumpscares, et sinon... Ok, merci. Donc j'ai vu évidemment l'original, j'avais vu l'original avant. Ok, donc toi t'avais fait... Alors moi je considère Massacre pas comme un slasher, moi je le considère comme un survival. C'est vrai. Et je l'ai toujours vu comme ça. Ouais. Et je l'ai toujours ressenti comme ça. Après chacun a le droit de penser. Non mais j'ai vu, pas de problème. Moi j'ai fait bien les deux en fait. Moi je l'ai toujours vu comme un survival. Donc l'original est ce qu'il est, pour moi il fait partie des plus grands films d'horreur jamais réalisés. Très peu de... Pourquoi? Ouais. Parce que voilà, pour les peu de moyens qu'il a, mais aussi pour le culot de l'époque. C'est-à-dire, en fait, c'est au même titre que t'as cité le film, mais c'est au même titre que La Nuit des Morts Vivants. C'est ça. En fait, c'est un palier. Et voilà, il osait des choses qui a dépassé, en fait. C'est Ça a dépassé quelque chose. Et surtout aussi, c'est que un sujet déjà assez tabou à l'époque, le cannibalisme. Le cannibalisme, mais il y a aussi un autre truc, en fait, c'est je trouve aussi que Toby Hooper parle de l'Amérique des laissés pour compte. Ceux qu'on met sous le tapis, que le pays ne veut pas montrer, et en fait, le Massacre à la tronçonneuse, premier du nom, parle de ça. Et surtout aussi, c'est que, mine de rien, je vais reprendre un peu le propos de, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Baptiste Toré, qui est un journaliste de ciné ou autre, et je trouve qu'il dit quelque chose, je lui donne raison, c'est que Toby Hooper humanise mine de rien Leatherface. Totalement, parce que c'est... Parce qu'il y a un plan où il s'approche de son visage. Il s'approche de lui. Donc en fait, il montre derrière le masque qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui, totalement. Ce que ne fait pas par exemple Carpenter dans le premier Halloween, même si on voit à un moment donné, mais il ne le montre pas. Ouais, on a du mal à le voir. Voilà, lui il reste vraiment dans l'air, on l'a vu au début, gamin, et après. Mais vous le verrez pas. Voilà, caché tout en derrière ce masque. Moi, Massacre de 74, moi fait partie des grosses claques horrifiques que j'ai vécues. Et après, moi j'avais un peu peur du remake, dans le sens où je me suis dit, oh putain, c'est encore un remake, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire et machin. Et surtout quand j'ai vu le producteur, j'ai fait Mais surtout qu'il a produit, c'est bon, c'est qu'il a produit ce film-là, et après il a produit un remake qui était horrible, c'était Vendredi 13. Oui. Et le film, déjà l'original était... Voilà, mais je souligne qu'il était intéressant parce que l'original, quand même, de Vendredi 13 original, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y avait pas d'acteur. Et pourtant, il y en a un dedans qui va se différencier, c'est Kevin Bacon, qui plus tard va devenir un acteur. Et j'avoue que le film était vraiment un délire de vouloir créer un personnage, vouloir créer une histoire, de juste de passionner en fait. C'est-à-dire que c'est comme si le jour de main, quelqu'un de caméra. Moi j'ai une autre réserve sur Vendredi 13 premier du nom, mais ça je garde ça pour. J'en ai déjà parlé. C'est que je l'ai vu un samedi 14 et je me suis dit merde. Non, c'est littéralement. Alors là, on parlait de remake, mais Vendredi 13 premier du nom, c'est littéralement un remake par moment, plan par plan. Oui, t'as un autre film. De La Baie sanglante de Mario Bava. C'est ça, ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Qui aura eu un remake après de Michael Bay qui avait produit la même à peu près. Et en fait, je me dis bon allez, je tente quand même parce que ça reste Massacre, donc je sais que Toby Hooper n'est pas très impliqué. Il a juste laissé les droits pour faire le remake, mais il n'est pas très impliqué. Et j'étais très surpris, mais agréablement surpris
Dans le sens où, comme tu as dit, il y a à la fois, on garde la trame, mais il y a Voilà, des changements. C'est ça, on a un respect de l'original. On a un respect de du matériau l'original, base. on se dit non, on va pas faire pareil parce Mais que voilà, ça mais on le remanise. mais voilà, On le mais il y remanise. a quelque chose de différent. C'est ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus violent Non. en termes d'imagerie, c'est beaucoup plus viscéral. Le ton Moins aussi, violent quand même de ce qui se fait maintenant. Mais moins violent, mais même à l'époque, Mais à je pense l'époque, que c'était- à l'époque, tu sais, tu vois le truc, Ah bah, tu fais, wow. Bah, le film en fait il part, c'est-à-dire comme je dis comparé à l'original qui était dans l'air de voilà On prend le temps. on prend le temps de développer nos personnages. Là le réalisateur s'est dit ok moi je veux rapidement qu'on soit une journée classique, parce que le film vraiment se passe sur une journée, qu'on soit en mode voilà il faut qu'on découvre une journée horrible et rapidement c'est qu'on s'attache au personnage quand même et je trouve qu'il fait très très bien mais avec un dynamisme qui ne s'arrête pas. Dynamisme qui ne s'arrête pas. C'est. Non, pense pas. Je veux dire, un dynamisme de montage qui va pas faiblir En à fait, un moment donné. c'est il va très rester, rythmé. C'est très rythmé. Et du coup, on est encore plus. Enfin, pas autant que l'original, mais je veux dire, on est quand même pris au trip tout le long du film. Quoi, Et moi, ce que ça s'arrête. Et le remake voilà, apporte une nouvelle vision, beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure, évidemment. Bah, attends, qu'est-ce que Tobooper a dit? Parce que je sais que j'ai un commentaire de Tobooper dessus qui dira ce film. Alors lui il dira juste Tobooper, ce film fout vraiment la trouille. Ouais, bon, voilà. On a l'impression qu'en fait qu'il a juste répété un petit peu un texte, bon, c'est un peu dommage. En même temps, je suis allé voir à l'hôpital, ils étaient là, ils m'ont réveillé, ils ont fait lisez ça. Il faut vraiment la trouille. C'est bon, officiellement il l'a dit. Ah, c'est comme James Cameron qui dit hey, Terminator Dark Fate, c'est vachement bien. Ouais, c'est pas Dark Fate. Genesis. Genesis. Oh non, tiens, James Cameron. Et le remake, voilà, il propose des choses super intéressantes. Ça fait partie de ces bons remakes où au premier abord t'es un peu méfiant et tu te dis ouais mais non parce que tu penses à l'original, mais en fait quand tu le vois tu dis ouais mais ta proposition est vachement cool. Donc tu sais, tu fais ah ouais c'est cool, c'est cool. Moi par contre à titre personnel j'ai toujours une grosse préférence pour l'original. Ouais, toujours c'est la nostalgie. Parce que c'est même pas question de nostalgie, je trouve que même encore aujourd'hui Suite 74 a quelque chose de très crasseux. Mais un crasseux vérité. Ils ont même Vous voyez ce que je veux dire? C'est un côté très documentaire d'ailleurs, parce que c'est ce que Toyota utilise comme. T'es sûr que c'est pas juste le DVD qui était sale? Non, je l'ai en Blu-ray. C'est pas juste le Blu-ray qui était sale. Là, t'as le Blu-ray, le DVD. Là, pour te dire, ça fait partie des rares films remasterisés où ils ont gardé ce côté que la pellicule est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le réalisateur qui a voulu comme ça, et c'est surtout aussi pour donner encore plus cette sensation de cinéma vérité. Et je trouve que la force de Suite 74, c'est ça, c'est ce côté très dégueulasse, mais très vérité, très. Oui. Tu sens que t'as chaud pour les. T'as chaud pour eux. T'as chaud pour eux. Ah oui, ça oui, ouais. L'ambiance. Le poisseux. Le poisseux, l'ambiance, voilà. Le remake a ça aussi, mais c'est différemment. Mais c'est différemment, c'est beaucoup plus maîtrisé. Visuel et tout, il va vraiment. C'est beaucoup plus. On voit que la baraque est plus maîtrisée, alors que l'ancien, on voit que c'était, comme on dit, fake, pas non plus bout de ficelle, mais. Toute la sueur est en CGI, quoi. C'est l'horreur. Alors là, ça serait mauvais. Oh putain, on a le preneur de son qui est horrifié. Non, et là, ça fait partie des films qui, non, au contraire, utilisent énormément de SFX et non de VFX. Et ça fait partie, ouais. Qui fait plaisir. Ouais. En fait, ça fait partie des bons remakes très surprenants où tu te dis, en fait, c'est pas mal. Parlant de personnages qui sont iconiques et qui ont eu trop de suites, je vais parler du remake de Godzilla, mais le remake japonais, le dernier qui est sorti, à savoir Godzilla Minus One. Donc Godzilla Minus One qui date de 2023. Oui, je vais pas chercher loin les bons remakes. Mais bon, justement, c'est encore plus intéressant. C'est ça qui est intéressant. Bien. Non, et puis surtout, je vous spoil tout de suite, c'est un remake qui m'a extrêmement touché au point où quand je l'ai vu au cinéma, j'ai chialé comme un gamin. Vous me jugez, je vous fais des choses. Godzilla Minus One, donc, qui a été réalisé et scénarisé par Takashi Yamazaki, qui en plus a participé aux effets spéciaux. Parce que bon, ça fait quand même quelques années que même au Japon, ils ont arrêté de mettre un acteur dans un costume. Voilà, c'est donc
un faux Godzilla. Désolé les enfants, Godzilla n'existe pas réellement, c'est comme le Père Noël, en moins sympa. C'est pour Godzilla qui essaie de te faire des cadeaux, c'est pas... L'histoire c'est très simple, c'est Godzilla qui attaque le Japon. Et pourquoi il attaque? Sauf que, en fait, subtilité, c'est qu'en fait, on sait pas trop pourquoi il attaque. Il y a forcément un lien avec le fait que il s'est fait... Parce que Godzilla, que ce soit dans le remake ou dans l'original, Godzilla existe de base. C'est réellement une grosse créature qui vit près de l'île Oda, pardon. Et en fait, du coup, qui juste veut qu'on lui foute la paix, parce que c'est juste une grosse créature des mers. Sauf que, après la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé un truc, c'est... La bombe atomique. Oui, mais plus précisément, les tests sur les îles... Je sais pas. Je sais plus. Les îles atolls comme les opticiens. Non mais c'est vrai. Et en fait, donc... Ils ont décidé dans l'histoire que c'est l'endroit où il y avait Godzilla et que du coup Godzilla il s'était fait irradier la gueule, il n'était pas content et que du coup il allait attaquer les gens qui étaient le plus près. Les gens qui étaient le plus près, c'est la baie de Tokyo. Ah, cool. Donc, du coup t'as des Japonais qui du coup eux se sont pris la bombe atomique à 2 endroits très connus, à savoir Hiroshima et Nagasaki. Ouais, pourquoi tout le monde oublie Nagasaki? Bref. Et donc qui sont déjà comment dire une nation qui est un peu en train d'être dans le caca. Et là il y a gros lézard très très gros, très très énervé qui arrive, qui marche partout, qui commence à cracher du feu. Mais du très très gros feu qui fait des explosions renucléaires. Et donc voilà, c'est ce film bonne ambiance. On se demande pourquoi je pleure à la fin, dis donc. La différence qu'il y a, enfin la plus importante je trouve entre ce Godzilla Minus One et le Godzilla originel, sans parler des j'allais dire 20 000, mais il y a eu beaucoup de Godzilla suite et il y a eu oh non mais alors ça n'existe pas. Avec Roland Emmerich. Non mais même ceux d'après où il se bat contre King Kong, on va oublier que ça existe. Ouais. Ne parlons que des... Ne parlons que des Godzilla japonais 2 secondes. Parce que ce Godzilla Minus One est le seul qui reprend réellement l'histoire de l'original. C'est-à-dire que c'est vraiment très très après la Seconde Guerre mondiale, genre le prologue est en 47, et après ça se repasse quelques temps après, enfin dans Minus One il y a des années qui passent, et puis des mois, et puis des mois, enfin voilà, c'est par petits morceaux. Parce que Godzilla il reste pas là où il est, il attaque, il repart, et puis le temps qu'il revienne, il y a du temps qui passe. Le truc c'est que du coup en fait c'est de manière très très explicite, à cause de la période, une métaphore de comment le Japon a réussi à se relever après la bombe atomique. Dans l'original, avec flegme. C'est-à-dire c'est limite le cliché qu'on a un peu tous des Japonais qui sont pas si émotifs que ça, tout ce qui est trop sérieux, tout ce qui est privé reste privé, ultra poli en société, ils veulent même pas déranger avec le fait qu'ils ont s'ils ont oublié de lasser une chaussure, ils te demandent pardon. Enfin, après, est-ce qu'à l'époque c'était peut-être vraiment comme ça? Oui, non mais c'est-à-dire que en fait, du coup, le film Godzilla originel de 53 a un peu ce côté limite un peu propagandiste de on va gérer. Voilà, ouais. Et c'est-à-dire que même dans le film, des gens parlent quand ils parlent de la bombe, c'est comme si c'était juste un truc chiant qui est passé, genre pas des gens qui sont morts.
T'as vraiment une scène dans... C'est qu'une mouche est rentrée de fait chier. Non mais c'est vraiment, t'as une scène dans le train où t'as une des protagonistes qui dit déjà que j'ai à peine survécu à Nagasaki, maintenant il y a un lézard géant. Tu dis mais tu peux paniquer un peu plus quand même, parce que là c'est... Enfin bon voilà, il y a cette espèce d'encouragement au flegme que nous on a de manière un peu cliché dans la tête sur les Japonais. 2023, ils ont décidé que non mais venez, on montre que ça a été un traumatisme pour de vrai. Et c'est déjà l'idée géniale qu'il y a eu, du coup, c'est de, bon, à part le fait que les lieux que va attaquer Godzilla et le lieu du prologue, c'est-à-dire l'île Oda, et même la manière dont ils y sont, c'est pas la même que dans l'original, mais à part ça, il n'y a rien en commun, c'est-à-dire les personnages sont plus les mêmes. Par contre, voilà, l'endroit que Godzilla va attaquer et comment ils vont essayer de l'arrêter, c'est les mêmes choses, mais c'est pas fait par les mêmes gens, parce que du coup, le personnage principal, en fait, c'est ce que je vais essayer de dire que ça sur lui. De toute façon, c'est un truc qu'on comprend au tout début. En fait, c'est un kamikaze qui se débine. Vraiment qui va sur une base militaire, il prétend que son avion va pas bien et que du coup, zut, je peux pas m'écraser dans les ennemis. Mais en fait non, c'est juste qu'il a peur de mourir donc il y va pas. Bon, dommage pour lui, il croise Godzilla très vite, donc il risque un peu la mort beaucoup. Et en fait tout le film, psychologiquement pour ce personnage, ça va être le côté, en fait t'es pas mort et t'as un peu perdu ton honneur. Mais faut que tu te reconstruises, quasiment tout le monde, enfin pas tout le monde, non mais beaucoup de gens avec qui il devient pote et machin, essaient de lui dire au bout d'un moment, c'est pas grave, vis, vraiment faut vivre quoi, faut que tu te reconstruises, parce que quand il rentre chez lui, il a plus de maison, enfin du coup, et par les forces des choses, et même si du coup, attaque de Godzilla après attaque de Godzilla, c'est la merde pour X raisons, tout le monde va essayer de lui dire relève-toi, et du coup c'est pour ça que je trouve déjà très intéressant ce Godzilla par rapport à l'original, c'est que l'original il y a vraiment ce côté en fait il y a des gens qui sont morts mais c'est pas des gens qui sont dans l'histoire, donc du coup tu fais du coup les gens dans l'histoire ils vont bien entre guillemets, il faut juste qu'ils trouvent la solution sur comment attaquer Godzilla. Là c'est vraiment non le Japon c'est représenté par ces persos-là, ces persos ils vont bouffer la merde que Godzilla leur amène. Et bon, les attaques de Godzilla sont quand même extrêmement belles, même si c'est du massacre de ville, c'est quand même incroyablement beau. C'est notamment une de ces attaques où il va enfin cracher son feu et qu'après il y a une comparaison Godzilla et l'explosion qu'il fait où tu t'en prends effectivement plein la gueule. Quand tu sais que le budget, j'ai vérifié, c'était maximum 15 millions de dollars. Ouais. Putain les gars. Donc évidemment, je pense que l'Amérique, ils ont un peu avalé leur somme là-dessus. Oui. Même nous les Français, quand on voit une comédie qui est à peu près devant certains équivalents au budget et qu'en fait c'est pas ça qu'on... en euros c'est à peu près 13 millions, 13 millions d'euros, donc des films à 13 millions, oui c'est des petites comédies pas forcément super drôles. Non parce qu'en fait le pognon part plus dans les acteurs. Oui dans le Clavierverse quoi, faut qu'on ait Christian Clavier pour que les gens rigolent. Bien sûr, donc Cocorico, le pognon est parti même dans Bourdon, moi j'adore Bourdon mais il faut l'avouer. Quand j'ai vu ce film-là qui est sorti, qu'après on m'a appris justement le budget pour ce film-là, j'étais en mode, pour Godzilla, j'étais en mode, ah ouais, donc en fait en France, il faut arrêter de prendre des gens qui sont un petit peu sur... qui sont bankable. Voilà, c'est bien de prendre les gens, tu dis, ouais, c'est sûr qu'il y a une biographie qui va aller les voir. Pour l'histoire aussi déjà, pour le film. Déjà, ce serait plus intéressant de faire des histoires vraiment rigolotes et pas juste, on a mis Didier Bourdon dans telle situation, lolilol, tu fais, enfin, Didier Bourdon, c'est la 15e fois que je vois dans cette situation-là, mais même lui, il est fatigué, quoi. Je dis ça aussi en ayant beaucoup de respect pour Bourdon, mais je pense que... Voilà, oui, moi j'ai beaucoup de respect pour Bourdon. Il y a beaucoup de vieux comédiens comme ça, à force de leur demander d'être que ce truc-là, je pense que même eux, ils doivent se faire chier dans leur vie au bout d'un moment. Le Godzilla, en soi, en tant que créature, parce qu'on reparle du fait qu'il est en CGI, mais il est beau, quoi.
Oui. Il est bien fait. Oui, bah, Il est mieux fait qu'un certain américain. Voilà. Je dis que j'en parlais pas, mais bon. Ah, tu parles de la version d'Austin Powers 3 Non, pour des raisons légales, ce n'est pas Godzilla. C'est vrai. Mais les gens fuient comme si c'était Godzilla, même si c'est pas lui. Extrait de la scène. Run! It's Godzilla! It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not. Still, we should run like it is Godzilla! Though it isn't. Attention, vidéo de Joe qui fait un doigt parce qu'il en a marre de mettre des extraits. Je trouve ça un peu dommage, mais en fait je comprends parce que c'est pas le même délire, qu'ils aient pas fait comme leur Godzilla précédent, à savoir Shin Godzilla, où en fait tu la vois évoluer petit à petit. Mais en fait, Shin Godzilla c'est pas le même délire. Shin Godzilla c'est plus pour montrer à quel point l'administration moderne c'est tellement lent et de la merde que en fait Godzilla pourrait détruire la moitié du Japon avant qu'ils réagissent. C'est littéralement ça Shin Godzilla. C'est très intéressant aussi, mais c'est autre chose. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment un truc d'univers parallèle. C'est pas un remake, c'est pas une suite. Mais là, du coup, voilà, en fait, c'est beau de le voir, déjà que de base, il existe, il a une certaine tronche, et qu'une fois qu'il s'est fait irradier, effectivement, là, on a le truc extrêmement monstrueux. Qui a vu Minus One? Moi j'ai été voir en Dolby. Malheureusement je ne l'ai pas vu, je suis passé à côté. côté. Moi aussi, les séances Dolby. Et encore je l'ai vu, mais parce que en fait le film est sorti Oui, 3-4 jours. 3-4 jours. Et en fait ils ont refait une séance bien plus tard. Et là j'ai réussi à le voir. Parce que la première fois je l'ai raté. Et quand ils l'ont refait, je suis en mode oh ils l'ont refait, je fonce. Moi malheureusement je l'ai raté. Moi je l'ai vu en salle évidemment. Grosse claque dans la gueule. C'est surtout aussi le film arrive limite un peu entre guillemets de nulle part. Ouais. C'est que le réalisateur on le connaît pas. Oui. Enfin, voilà. Et il arrive avec ça, avec un budget rikiki entre guillemets. Il arrive à gérer correctement. Qu'il arrive à gérer. Et surtout c'est que la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est tout le long du matin je fais. À chaque fois, dès que je voyais un truc, je faisais prenez-en de la graine les Américains, prenez-en de la graine les Américains. Parce que avec un tel budget qui paraît rikiki, mais quand tu vois la qualité des effets spéciaux, quand tu vois la qualité du scénario, oui, parce en que plus, le scénario est très bien. C'est ça, j'ose pas trop parler du scénario, non, mais après en plus c'est aussi l'avantage du premier Godzilla, c'est qu'en fait on s'en rend pas trop compte quand on a que l'image de Godzilla le monstre, c'est qu'en fait les vrais bons films Godzilla parlent surtout des humains par rapport à Godzilla et pas que de Godzilla. Oui, voilà. Et la qualité des effets, la qualité du scénario qui est juste, voilà, c'est super. Et il fait partie pour moi des meilleurs Godzilla. Oui. Il y a, voilà, et c'est surtout le fait que le réal est arrivé, mais comme ça, quoi, et d'un seul coup, boum. Et tu te dis, ouais, ok. Et en plus, tu l'as dit, Julien, mais je sais pas, moi je suis un producteur américain qui débourse des millions pour des films comme ça et qui voit un gars comme ça qui arrive avec un budget de 13 millions et qui me fait ça, je fais oula, j'ai loupé un truc. Moi j'espère que l'équipe de Godzilla vs Kong, ils sont il semble que ils sont fait mal. Il semble que le Nouvel Empire, Godzilla vs Kong, le Nouvel Empire, il me semble qu'il était pas sorti quelques mois un petit peu justement avant ce film-là. Non, il sortait après. Il sortait après. Ouais. Parce que justement, je sais même plus si j'avais été voir au cinéma aussi celui-là et j'avais été. Wow, non, en fait, pour discuter à 2 secondes, le problème de cette série de films-là, c'est que Godzilla et Kong ne sont pas des monstres, ce sont deux guerriers. Mais du coup, ils sont filmés c'est eux les hauteur, humains. Voilà, c'est ça. Et ça rend pas les choses. Alors que voilà, du coup, tu dis, mais à part les moments où t'as vraiment les humains qui essaient d'interagir parce qu'ils doivent, je sais plus, mettre je sais pas quoi dans. Il l'avait bien fait dans le remake, on va dire, c'est en 2014. C'est Gareth Edwards. Oui, mais Gareth Edwards, c'est quand même bien son dada de montrer des monstres. Donc, à hauteur d'homme.
Oui. Ça c'est magnifique. Et là, en effet, celui de Godzilla de Minus One, je me rappelle, oui, j'avais pris une claque. C'est fou, c'est le monstre qu'on le voyait pas autant que dans les autres, mais quand on le voyait, le peu de temps que j'avais, c'est comparé aux autres où c'était juste spectaculaire. Là, j'avais peur. J'étais dans la salle Dolby, j'étais en mode. J'ai un point que je pense. T'as déjà été dans la salle Dolby, ouais? Oui, mais je l'ai vu aussi dans la salle Dolby. Moi, le canapé, je l'avais bien allongé, et d'un seul coup, c'est la première fois que je me suis remis en mode normal. Oui, parce que t'es allé voir à Rouen, quoi. Enfin, ouais, Doc. Oui, bah voilà, mais moi, c'est la même salle que je l'ai vu, parce que c'est que dans cette salle-là qu'ils l'ont mis. Donc, ah oui, il était pas. C'est dans cette salle-là que je l'ai vu, du coup. Pour le Dolby. Donc voilà, je me prends ça, je suis genre l'un des hommes les plus heureux du monde à voir un film aussi beau avec un monstre dedans et du coup je suis en train de chialer. Et vraiment, je sais pas pourquoi je pense à Guillermo del Toro en mode mais lui aussi il doit être tellement heureux. Ah bah oui. Pourquoi je pense à Guillermo del Toro? Je pense que lui a dû. Est-ce qu'on pense assez à Guillermo del Toro dans nos vies? En fait, il a retrouvé cette nuance de danger qu'il n'y avait plus dans les autres. Ouais, et surtout aussi, tu as dit aussi quelque chose, c'est que c'est quand même l'une des rares fois où tu vois les conséquences humaines. Et ce que cela implique. Comme tu dis, dans l'original, oui, ils sont extrêmement stoïques et... Ouais, bon, il y a ça. Allez, non, mais moi, c'est j'ai perdu ma mère et mon petit frère. Oh. Non, vraiment, dans l'original, dans l'original, cette scène me bute où vraiment c'est l'héroïne qui est dans le train et qui vraiment dit « Ah, j'ai à peine survécu à la bombe et maintenant il y a un lézard » et tu dis « Mais tu peux avoir peur !» Et peur, en fait, dis pas juste « Oh mince !» C'était chelou. Non, j'ai pas peur, j'en ai rien à foutre. Non, mais après, de toute façon, il y a le jeu japonais de base, de toute façon, qui fait que quand ils montent vraiment leurs explosions, c'est un peu plus fort parce qu'ils ont l'habitude de pas être si expansifs que nous, Européens. Donc du coup, oui, les vraies grosses scènes d'émotion dans ce film-là, elles vont dans ta gueule. Oui, mais c'est la force, c'est la plus grande, c'est une des plus grandes forces. Quand il rentre chez lui et qu'il y a sa voisine qui le défonce, tu fais... Moi, j'avoue que... Moi, je me rappelle même les scènes quand ils sont sur le bateau, en effet, qu'on voit au loin. Oui. En train de regarder tout, j'étais en mode waouh, là ça fait peur. Oui, mais c'est ça, c'est la plus grande force. Surtout au bout, je suis thalassophobe, donc du coup, déjà, l'océan déjà. Et là, comme ça. Là, c'est Godzilla dans l'océan, tu fais non. Tu fais les VFX, c'était tellement bien fait, j'étais en mode ouais. Heureusement que quand le Père Noël n'existe pas, même si t'as pas connu l'original. C'est pas grave. Ah oui, mais du coup, ça marche. Tu passes un putain de moment. C'est ça, c'est qu'en plus, vu que c'est très beau. Pour moi, je trouve c'est vraiment... En plus, c'est la même histoire que l'original, et je la trouve tellement mieux racontée que tu fais, mais tiens... Ça arrive que des remakes surpassent l'original. Ah oui, mais là, c'est... Et celui-là, on fait partie, je trouve. Voilà, et en plus, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, du coup, ça le surpasse juste en... en fait, ça a changé les personnages qui vivent le truc, mais ce qu'ils vivent, quand tu regardes les actions de Godzilla, c'est les mêmes. Donc du coup, je suis content. Je suis content que ce film existe déjà. Je suis déjà très content de l'avoir eu en DVD 3 jours avant qu'on tourne. Et non, puis voilà, j'ai fait putain, j'ai eu la chance. Je sais pas, quand j'ai envoyé la photo du DVD, je venais de le recevoir. Mais vraiment, genre, le fait d'avoir réussi à voir cette expérience-là au cinéma, surtout, non chérie, dans mon cœur pour toujours. Nous avons fini avec les bons remakes et nous allons passer à la deuxième partie qui sera les mauvais remakes. Du moins ce que nous en jugeons de mauvais remakes. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment probablement ces films et qui n'ont pas de goût. C'est dit, c'est fait.